La présidentielle de 2020 au Togo, l'opposition peut-elle encore y croire? C'est la question que nous allons aborder ce soir avec notre invité Jean Kissi, acteur politique togolais du Comité d'action pour le renouveau. Jean Kissi, bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie et bonsoir à nos téléspectateurs. Alors jusqu'à ce moment où nous sommes en train de parler, le Comité d'action pour le renouveau, le parti dont vous êtes le secrétaire national, n'a pas encore dit officiellement s'il présentait un candidat à la présidentielle. Quelle est votre position sur ce sujet? Non, vous savez qu'on est dans une situation difficile. Vous savez les conditions dans lesquelles les élections se présentent. On n'aurait pas cru qu'en ce moment, on serait encore dans cette période où des élections seraient préparées dans ces conditions aussi calamiteuses. Je dirais que au niveau, par exemple, du recensement qu'on a organisé la dernière fois, peut-être ça aurait pu être l'événement qui allait déclencher l'engouement ou qui allait déclencher un sursaut chez les gens à croire que quelque chose pouvait encore se faire de bien, qu'on pourrait accepter d'organiser des élections transparentes au Togo. Mais vu la façon dont le recensement s'est déroulé et qu'au dernier jour du recensement, il y avait des Togolais devant les bureaux de vote qu'on a encore osé renvoyer à la maison, cela démontre que ça n'augure rien de bon pour les élections. Donc, les débats ne sont pas finis au sein du parti par rapport à cette situation. C'est pour cela que vous allez voir que moi j'ai publié une tribune dernière fois qui est ma plume sur ce que je pense sur ces élections. Une plume qui va non seulement au CAR, mais qui va aussi à l'ensemble de l'opposition sur la façon de s'organiser pour aborder ces échéances qui viennent. J'avoue qu'à l'issue après la publication de cette tribune-là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Certains ont estimé qu'il y avait une sorte de froid entre vous et Maître Yaovi Madi Agboibo. C'est l'occasion pour vous de le dire. Et est-ce que Jean Kissi a une certaine distance vis-à-vis du Comité d'action pour le renouveau? Non, pas vis-à-vis du Comité d'action pour le renouveau. C'est pas une question de personne à partie. C'est une question d'une analyse que moi j'ai mûrie en observant la situation. D'un déclic qu'il y a eu en moi après les élections locales que nous avons vécues et la manière dont ça s'est passé. La manière dont d'abord les Togolais se sont désintéressés de la chose publique, surtout la plus grande partie des forces démocratiques. Et moi, je vous dis que j'ai eu les résultats de mes bureaux de vote, mais j'ai aidé à compiler les résultats d'autres bureaux de vote. Il n'y a pas plus de 30% de Togolais qui sont allés voter. J'ai les résultats condensés dans mon ordinateur. Il n'y a pas une autre démonstration. Il n'y a pas plus de 30% de Togolais qui sont allés voter. Et puis, quand j'ai vu les bourrages d'urnes massifs, indescriptibles qui ont été organisés, j'ai considéré qu'il n'est pas possible d'aborder des élections à l'endroit d'un tel pouvoir dans le chacun pour soi. Aucune personne, aucun parti n'a la machine toute seule pour faire face à cette machine de fraude, à cette machine de pression, à cette machine qui déverse de l'argent. Aucun parti pris individuellement n'a cette force-là. Donc, par rapport à ça, il faut en tirer les conséquences et savoir dans quelle mesure on peut aborder ces élections et, en tout cas, aborder ces pouvoirs dans un processus électoral et vouloir les gagner. Ou dans quelle mesure on peut même les contraindre à un processus correct ou même à une transition, c'est-à-dire à un événement politique qui permet finalement de changer les choses. Et ça, aucun parti ne peut le faire seul. C'est le constat que j'ai fait et que j'ai mûri. Peut-être que tout le monde au sein de la classe politique n'est pas encore à ce niveau. Les gens sont encore dans le réflexe. Nous avons les deux tours, donc chacun peut aller à ces élections. Alors que les deux tours, quand vous voyez les observateurs avisés, vous rencontrez même des diplomates, vous rencontrez même des anciens barons du régime qui vous disent que, en réalité, si les élections ne sont pas transparentes, les deux tours ne sont pas un réel deux tours. Voilà. Donc vous pensez clairement, et ça c'est l'avis de Jean Kissi, que dans ces conditions, il ne faut pas aller à ce scrutin? Ce n'est pas qu'il ne faut pas y aller. C'est s'il faut y aller, c'est dans une stratégie commune. En tout cas, ces échéances qui viennent
l'opposition togolaise, disons même les forces démocratiques, parce que moi je vais au-delà de l'opposition togolaise. Je dis aussi, depuis le 20 décembre 2018, où nous n'avons pas pu aller à des élections législatives, compte tenu des conditions dans lesquelles ça s'est passé. Si vous reprenez vos textes, vous devez vous souvenir, il y a eu la deuxième conférence de presse de la C14. Après le 20 décembre, on a mis en bas comme élément finissant la déclaration que nous devons nous engager dans un mouvement citoyen. C'était ma proposition, c'était ma réflexion qu'on a étudiée et qui a été prise en compte dans le communiqué. Et on était même conscient que désormais, même les partis politiques seuls ne peuvent plus faire aboutir cette lutte-là. Et qu'il faut, non seulement les partis politiques, qu'il faut aussi la société civile. Dans un mouvement citoyen, comme ça s'est passé dans plusieurs pays, comme ça s'est passé en mai 68 en France, ou avant ça en Allemagne. Donc je considérais que c'était ça. Dans ces conditions-là, pour moi, même les échéances à venir, et même tout ce qui va se passer pour que nous puissions avoir l'alternance, je crois que c'est dans cet état de mouvement citoyen que nous devons l'aborder. Parce que si nous décidons d'y aller, même les bureaux de vote, ce n'est pas seulement les membres des partis politiques qui doivent les contrôler. Ça doit être un mouvement de la société civile tout entière, comme ça s'est passé au Congo. Au Congo, vers la fin, c'est les religieux, c'est le clergé qui a pris la lutte en main. C'est le clergé qui a organisé la surveillance des élections. Les résultats n'ont pas pu être réellement ce que tout le monde pensait, mais ça a pu donner un déclic pour l'alternance. Vous savez, dans les situations difficiles de nos pays, on ne peut pas avoir tout en même temps. Quelquefois aussi, c'est l'illusion qui nous amène à l'échec. On ne peut pas avoir tout en même temps, mais on peut avoir le maximum pour permettre d'avancer. C'est ce qui s'est passé, par exemple, au Soudan, où les gens, ils ont fait des manifestations. Le président est parti, mais après, ils ont été obligés de négocier avec l'armée, de faire séquence avec l'armée pour avoir la transition. Quelquefois, au Togo, ici, quand nous faisons des manifestations, ça avance un peu. On veut l'extrême. Et on refuse d'avoir même l'optimal que nous avons eu. Et après, les populations sont déçues. Donc, pour remobiliser toutes ces populations-là, pour pouvoir affronter ces élections, ou même s'ils refusent que ces élections soient transparentes, de pouvoir les refuser, les rejeter, les contrer, pour qu'il y ait une situation dans le pays qui appelle à ce qu'on s'asseye. C'est ensemble, dans une stratégie commune, qu'on peut le faire. L'essentiel pour moi, c'est qu'aucun parti ne peut le faire seul. Et à partir du moment où ce message n'est pas encore entendu, devait continuer à le dire jusqu'à ce que cela soit entendu par tous. Alors, quand vous parlez de mouvement citoyen, qui empêche l'opposition que vous appelez démocratique, les forces démocratiques, d'avoir ce mouvement citoyen? Ce n'est pas le pouvoir. Non, ce n'est pas le pouvoir. Franchement, ce n'est pas le pouvoir. Ça, c'est nos propres erreurs. Et c'est ça qui fait aussi que j'ai fait un pas en arrière et que j'ai publié ma tribune. Je dis souvent que le gros problème du Togo, ce n'est pas parce que le pouvoir est fort, mais c'est parce que l'opposition est divisée et a des intérêts très égoïstes ou très partisans. C'est ça. Ce n'est pas que le pouvoir est fort. Les gens disent souvent, et beaucoup nous ont dit, et ce n'est pas d'aujourd'hui, moi qui ai été dans la lutte depuis le début, c'est depuis 90, disons 92 comme ça, que même les Ivoiriens, ayant vu ce que nous avons fait ici dans les années 90-91, nous disent, quand on se rencontre, les jeunes étudiants qui avaient piloté le mouvement en Côte d'Ivoire, quand on se rencontre, nous disent que ce que vous faites au Togo, si nous on le fait la moitié, que vous faites aller partir depuis. Mais nous avons eu toute cette mobilisation-là. Et vu ce qui s'est passé encore avec Tikpi en 2017, et puis ça ne donne pas de résultat, il doit avoir une faiblesse à notre niveau quelque part. Il doit avoir un manque de doigté, autant de maladresse à notre niveau que nous devons prendre en compte désormais. Vous savez, moi j'ai pensé, au moment où je mettais la pression pour qu'on aille vers ces dynamiques de mouvement citoyen, j'ai pensé à ce que la diaspora a fait. Donc, moi, ce que je pensais, c'est 3 pôles que je pensais qu'on devait mettre ensemble. Parti politique, société civile togolaise ici et diaspora. Donc, pour moi, c'est le triptyque parti politique, société civile, diaspora qui pouvait arriver à bout de cette lutte. Et je vous fais une confidence aujourd'hui. Au moment où on parlait, c'est vrai qu'au Togo, c'est souvent difficile de trouver quelqu'un qu'on accepte volontiers de rester devant les événements et qu'on accepte d'accompagner sans arrière-pensée. En ce moment-là,
le père Afognon pilotait le mouvement Espérance pour le Togo. Et j'avais pensé, moi, en ce moment, que vraiment, c'était un homme assez posé, bien mesuré, modéré, quand vous sentez ces discours à l'endroit de l'opposition, à l'endroit du pouvoir, qui pouvait nous conduire ce mouvement citoyen à ce qu'on puisse aborder le pouvoir et réaliser l'alternance sans trop d'anicroche. J'y avais pensé, tout comme Monseigneur Laurent Mosengo Passigna l'avait fait en RDC, succédé par Monseigneur Fridolin, aujourd'hui en place. Mais il s'est fait que nos comportements ont fait que le père Afognon aussi a pris un recul. Du coup, le mouvement est resté en l'air. On a rencontré des gens, on a rencontré le clergé, on a rencontré des gens, mais le mouvement est resté en l'air. Et puis, on n'a pas pu construire dessus. On est allé aux élections locales. Et puis, arrive la présidentielle et chacun veut faire du chacun pour soi. Chacun pour soi pour donner quel résultat? Nous avons vu les résultats que les locales ont donnés. Et les locales devaient au moins nous sonner le glas pour que nous puissions gérer les paramètres qui ont fait que nous avons eu ces résultats-là. Il y avait essentiellement 3 paramètres. Le premier paramètre, je l'ai dit, c'est que les populations étaient découragées de la chose politique, en tout cas les forces démocratiques, parce qu'ils avaient vu de la division dans nos rangs. C'était le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est qu'un des acteurs principaux qui a commencé à avoir assez d'ascendance au sein de la classe politique a appelé au boycott des locales. Je veux parler du PNP. Il ne faut pas l'ignorer. Aujourd'hui, disons que pendant que nous faisions les marches, c'est le PNP qui prenait de l'ascendance un peu. Et il faut le reconnaître. Et puis le troisième élément, c'est la fraude massive et le bourrage d'urnes que le pouvoir a organisé. Alors, quand vous voulez régler une équation, on prend les paramètres et on découle les paramètres un à un. Mais au Togo, on a l'impression qu'on a perdu toutes ces données-là. On a perdu, on est dans les nuages, quoi. Donc, comment intégrer? Que faire pour que désormais la population accepte de se mobiliser? Nous devons l'intégrer comme solution numéro 1. Que faire pour contrer les bourrages d'urnes, pour aller à une vraie bataille électorale? Les empêcher à tous les niveaux de bourrer les urnes au prix de notre vie. Il faut intégrer ce paramètre-là. Et que faire désormais pour que le PNP, même s'il ne se lance pas dans la bataille, ne soit pas contre ceux qui vont y participer? C'est des paramètres qu'il faut intégrer pour pouvoir avancer. Mais nous avons l'impression que à la date d'aujourd'hui, tout ça n'est pas encore intégré. On voit Monseigneur Podrou faire un travail. Il a le mérite au moins de faire quelque chose, parce que ceux qui auraient pu le faire ne l'ont pas fait avant lui. J'avais voulu qu'un certain nombre de leaders politiques d'un certain âge, du CNC Sagesse, prenassent ce problème-là depuis août et depuis septembre pour qu'on avance. Mais on a vu que les appareils politiques n'ont pas pu laisser les leaders qui auraient pu faire ce travail-là se mettre dans la danse et faire l'œuvre. Podrou le fait aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas trop tard. Vous pensez quoi de ce qu'il fait, Monseigneur Podrou? Non, mais je pense du bon bien de ce qu'il est en train de faire. Je crois qu'en réalité, c'est l'attente du peuple qu'il est en train d'intégrer dans cette discussion avec la classe politique. Et je considère que, à son âge, c'est encore un miracle ce qu'il est en train de faire là. Sérieusement. C'est ce qu'on appelle le vrai prêtre, le vrai homme de Dieu. Il a pris en cœur l'esprit de sacerdoce. Et donc, qu'il est en train de faire, je voulais espérer que tout le monde puisse l'accompagner. Sinon, il serait trop tard. C'est-à-dire que, je le dis souvent, Podrou, qui se trouve dans ce rôle, n'est pas nécessairement très politique. Il n'est pas le plus politique du clergé. Je connais assez la classe politique, je connais ce qui s'est passé au Togo. Il n'est pas le plus politique et le plus diplomate du clergé. Et lui aussi, il le sait. Donc, il a besoin d'avoir l'écoute des partis politiques, en tout cas des grands responsables des partis politiques représentatifs de ce pays. Il a besoin d'avoir leur accompagnement. Il a besoin d'avoir aussi leur conseil. Parce que la dynamique dans laquelle il est, si la dynamique n'est pas bien huilée, si ça ne tombe pas sur quelque chose qui est mangeable pour tout le monde, les gens ne vont pas l'accompagner. Et ça aussi, c'est le risque qu'il faut surveiller. Et c'est à ce niveau que les autres, au lieu de le voir faire, ont besoin plutôt de l'accompagner, de le conseiller et même de lui mettre la pression.
de lui dire ce que tu es en train de faire est bien, mais nous croyons qu'il faut l'ouvrir, nous croyons que tel paramètre, il faut le prendre en compte, telle ou telle personnalité, ils peuvent faire tel rôle, etc., et pour que ça puisse avancer. Alors, nonobstant tout ce que vous décrivez aujourd'hui comme faisant partie du cadre d'organisation de ce scrutin qui ne vous paraît pas, en tout cas un cadre qui présage d'une élection crédible, vous voyez cette bousculade de participation. Est-ce que tout cela vous semble un peu pathétique? Oui, ça me semble anarchique. Et ça me semble ne pas être du respect du tout pour le peuple togolais. Mais vous savez, ma tribune que j'ai publiée, on aura encore le temps d'en parler. J'ai dit qu'on doit balayer la maison politique togolaise. Le fait qu'on ait 7 millions de personnes et qu'on ait plus de 110 partis, et ça ne nous, comment on dit, ça ne nous donne pas du respect. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, en 90, vous étiez au devant de la lutte politique. C'est ça. Et entre autres revendications, il y avait le multipartisme. Il y avait le multipartisme. Il faut l'assumer. Oui, on assume le multipartisme. Mais entre multipartisme et anarchisme, là qu'on voit, il y a un pas. Nous avons fait un certain nombre de grands pays. Moi, j'ai fait un long moment en Allemagne, dont je connais la politique. Je suis même rentré là-bas dans la politique, mais c'est la politique togolaise qui a fait que je n'ai pas voulu avoir de mandat politique là-bas. En France, il m'est arrivé d'aller à des réunions du Parti socialiste à la rue de Solferino. Des gens m'avaient coopté et m'amenaient à cette réunion. J'ai vu comment les choses se passaient dans ces grands pays qui ont 80 millions de personnes, 60 millions de personnes et qui ont des budgets qui dépassent le budget de toute l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez souvent, il y a 6, 7, 8, 9 partis qui animent la vie de ces pays-là. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin de truc où on crée un parti parce qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose qui se dit au sein de son parti, tout le monde veut aller créer son parti, les gens en créent pour pouvoir, pendant la période électorale, soutenir la mouvance, soutenir le parti qui est en place pour arriver à avoir certains portefeuilles ministériels ou des portefeuilles dans les institutions. Mais j'ai dit dans ma tribune que la République n'est pas un bonbon qu'on distribue à tout paresseux qui n'a pas envie de mettre la main pour travailler, pour manger et qui croit qu'il doit créer un parti politique pour pouvoir avoir accès à un poste. Non, mais ça, ce n'est pas acceptable parce que la politique, la République, c'est une affaire d'État, c'est l'affaire qui décide de la vie, même de la mort, de l'existence des nations. Et on ne peut pas le laisser dans les mains de tout le monde. On ne peut pas en faire de l'anarchie. Ça n'a pas de sens. En réalité, c'est que la charte même des partis politiques n'est pas appliquée. Si la charte des partis politiques est appliquée, il y a beaucoup de partis qui n'existeraient pas. Parce que la charte des partis définit un certain nombre de quotas à avoir dans un certain nombre de régions du pays, dans ses membres fondateurs, avant de pouvoir créer un parti. Mais la conséquence, c'est que l'assise du parti doit être liée à ça. Mais le pouvoir reste là. Il voit les gens mobiliser des gens dans ces différentes préfectures, dans ces différentes régions, pour venir créer le parti. Et puis dès qu'ils créent le parti, ces gens n'existent plus. Mais à partir du moment où il n'existe plus, l'existence légale du parti pose problème. Parce que si on a voulu mettre ce socle-là, c'est que ce socle soit là et que ça serve de socle pour que le parti ne soit pas un parti ethnique, pour que ce ne soit pas un parti anarchiste, pour que ce ne soit pas un parti extrémiste, mais que ce soit un parti qui représente une grande portion de la population. On ne peut pas faire en sorte que quelqu'un, il est membre fondateur d'un parti politique aujourd'hui, et puis dans 3 mois, il a déjà fait son œuvre là-bas, il quitte, sans même démissionner quelquefois. Il va devenir membre fondateur d'un autre parti, et puis on l'accepte que ce parti aussi est créé, peut participer à des élections, alors que la charte des partis dit normalement qu'on ne peut pas être membre de 2 partis à la fois. Mais c'est-à-dire que tout ce qui se fait dans ce pays-là, mais tout doit être balayé. C'est pour ça que moi je parle dans ma tribune de refondation de la République. Il n'y a rien. Il n'y a aucun socle du pays qui tienne, que ce soit économique, que ce soit politique, que ce soit au niveau social. Aucun socle de la République ne tient plus. Sinon, le Togo ne serait pas à ce niveau. Ce qu'il faut continuer de dire, c'est que le Togo est un pays immensément riche, riche de ses hommes et riche de ses ressources. Si le jour où on va mettre les hommes qu'il faut, les compétences du pays, pour gérer ce pays dans la clarté, dans la transparence, mais c'est-à-dire qu'à une période de 3, 4, 5 ans,
le Togo va avoir une ascension économique fulgurante à l'image de ce qui se passe au Rwanda aujourd'hui. C'est le tonus que notre pays a. Mais aujourd'hui, on en fait alors, rien. si on en vient maintenant à la question fondamentale de cette émission, pour 2020, vous pensez qu'il n'y a rien à espérer pour l'opposition? Non, mais je pense que c'est encore totalement jouable. Nous votons le 22 février. Je pense que c'est jouable. Et je l'avais même aussi dit dans ma tribune qu'en 2005, il nous a fallu 2 mois et demi pour mettre ce pouvoir en difficulté. Et c'est la fois ultime qu'on l'a mis le plus en difficulté. Parce qu'il a eu à opérer entre 500 et 1000 morts, c'est suivant les commissions d'enquête ONU ou Ligue internationale des droits de l'homme, etc., pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Et comment? Mais il n'a même pas pu se maintenir parce qu'il a fallu encore qu'on aille au dialogue national, qu'on aille à l'APG pour pouvoir connaître un minimum de paix, un minimum de ressources pour que le Togo puisse encore exister aujourd'hui. Sinon, on serait là dans la situation de la Guinée-Bissau il y a quelques mois encore. C'est maintenant qu'ils sont en train de préparer les élections. Donc, voilà un peu. Je crois que ce coup est encore jouable aujourd'hui. Vous précisez exactement une date où on est encore peut-être à 2 mois et demi exactement de cette date-là. Donc c'est encore totalement jouable. Mais on a besoin dans ces conditions-là que chacun ait le sursaut patriotique, que chacun mette ses ambitions personnelles et partisanes un peu dans les toilettes pour se dire il faut une stratégie commune. Vous parlez à Mettons-nous qui? Vous parlez à qui? Je parle à tous les partis politiques de l'opposition. Je parle en tout cas aux partis politiques représentatifs de la classe politique togolaise. Ceux à qui les Togolais ont donné au moins une fois un mandat pour gérer ce pays. À partir de ce moment, ils sont nantis d'une responsabilité, d'une redevabilité. Vous savez, c'est à l'exemple de... Vous savez, il y a des évêques que quand des prêtres commettent des actes dans leurs églises, quand l'affaire se traite au tribunal, on les appelle aussi, on leur dit « Mais vous avez vu ça, vous vous êtes tu. Donc vous avez obligation de venir répondre. Ouais. » Donc je crois que ceux à qui le peuple a une fois donné un certain nombre de mandats pour parler en son nom, ont eux au moins la responsabilité de faire en sorte que cela puisse avoir lieu, que cela puisse être existentiel pour les Togolais. Et donc c'est à eux que je parle. Alors pour parler peut-être de façon triviale, est-ce que vous êtes en train de demander par exemple à ceux qui sont déjà lancés dans la course de se retirer, de revenir pour que vous reposiez le débat, étudier les stratégies pour gagner en 2020? Ce n'est même pas une question de se retirer. C'est même pas une question de se retirer. Prenez par exemple la situation où nous nous mettons ensemble, que ce soit le CAR, que ce soit l'ANC, que ce soit l'ADI, que ce soit le parti du professeur Wolu, que ce soit le PNP, et que ce soit les candidats indépendants que les gens sont en train de toucher par-ci, par-là. Il y a un certain nombre de noms qui ont circulé, Kako Nubukpo, Pascal Bodjona, Émile Dadi, qui malheureusement est décédé au moment même où les gens parlaient de lui. Quand vous prenez tous ceux-là et que on se dit que nous avons au moins un dénominateur commun que personne ne peut refuser. C'est aborder les élections ensemble. Oui. Nos membres des bureaux de vote, ceux qui vont nous accompagner pour la campagne, nos forces de sécurité, les agents de sécurité qui vont nous accompagner. En tout cas, tout ce qui est affaires sécuritaires, de sécurisation des élections, etc., de mutualisation des moyens, on est obligé de les mettre ensemble. Si on est obligé de les mettre ensemble, ça veut dire que les candidats les plus opulents, les plus crédibles que nous avons parmi nous, on est obligé de les mettre ensemble. Ils sont les candidats de ce groupe-là, comme le RHDP l'a fait en 2010, en Côte d'Ivoire. Ils sont les candidats, ils ont eu au sein du RHDP 4 candidats du RHDP. Mais tout ça, les membres des bureaux de vote, tout le monde, c'est RHDP. Tu es au nord de la Côte d'Ivoire, tu es RHDP. Dans le bureau de vote, tu es au sud, tu es RHDP dans le bureau de vote. Si on le fait comme ça, alors, dans la cagnotte, la corbeille qu'on va avoir de ces partis et de ces candidats à personnalité indépendante, on peut voir si ensemble on peut trouver des compromis pour les réduire à 4, à 3. Et peut-être si par chance, à une candidature commune, je le dis, en 2005, personne n'y croyait. Il y avait tout ce problème-là aussi en 2005. Mais il fut arrivé un moment, le CAR, qui était le deuxième parti de l'échiquier, a dit, maintenant, nous disons, nous ne posons plus de candidature, nous demandons au parti qui fait office de premier parti aujourd'hui de nous proposer un candidat et nous le soutenons. C'est comme ça que Boubacar Tani a été proposé par l'UFC et que tout le monde l'a accepté. Le résultat, nous l'avons vu.
On peut prendre les mêmes formules, mais les huiler d'une autre façon. Parce que Boba Kitani était dans la formule du candidat unique. Ils ont demandé à l'UFC, proposez-nous quelqu'un. Moi, je suis aujourd'hui dans la dynamique. Si on devait arriver à une personne dans la dynamique d'un candidat commun, ça veut dire que Agboibo, à l'époque, aurait déjà pu proposer quelqu'un. Ce n'est pas le parti à qui on doit demander de proposer les gens, mais les autres même peuvent trouver quelqu'un dans ce parti-là ou en dehors du parti et dire à tout le monde de le soutenir. Donc, ici, malheureusement, le temps est parti complètement. Et merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Nous allons marquer la pause, on regarde le journal et puis après, c'est Regards croisés.